Bien, donc je vais continuer sur ce sujet, bien sûr, de l'espace public, avec un titre un peu ironique, en fait, qui s'intitule, donc, cette contribution s'intitule « À la recherche du sol naturel de la ville ». Alors pourquoi parler du sol naturel de la ville à propos de l'espace public? C'est parce qu'il me semble que cette question du sol naturel fonde en fait tout un élément critique, de critique contre la ville ancienne ou contre la ville moderne, de manière assez intéressante, parce que la question du sol naturel sert à la fois à regretter le fait que les villes sont de plus en plus artificielles et donc de plus en plus éloignées de la nature. Et également, la question du sol naturel pose la question de savoir si les villes, finalement, devraient être davantage aujourd'hui végétalisées, dans quelle mesure il faut peut-être même enlever une partie du goudron et de l'imperméabilisation des sols pour permettre une meilleure évacuation des eaux de pluie, par exemple. Donc cette question du sol naturel, elle est à la fois une question sur le sens même de ce qu'est une ville, et à la fois, elle a des aspects très techniques et très contemporains. Donc j'ai intitulé ça « À la recherche du sol naturel », à la fois dans un propos technique et à la fois d'un propos symbolique et historique. En fait, ce que je vais faire avec vous, c'est parcourir cette question du sol naturel pour en montrer toutes les ambivalences. C'est pas sans effet sur la critique qu'on a pu porter sur la ville moderne. Et pour illustrer mon propos, je vais prendre l'exemple de la Défense, qui est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et très récemment, j'ai travaillé sur les dernières évolutions du projet de la Défense. Et la personne qui m'avait présenté le projet, qui est Alexandre Vialat, un urbaniste de la Défense, qui m'avait présenté le sujet, me parlait constamment de « on revient au sol naturel, alors voilà, maintenant on va revenir au vrai sol », comme un argument évident. Et moi, je voudrais montrer que cet argument est en fait très ambigu et finalement assez révélateur du système dans lequel d'interprétation on se trouve aujourd'hui. Alors tout d'abord, avant de suivre ce fil directeur du projet de l'évolution de la Défense, je voulais simplement rappeler que je m'intéresse à cette question depuis fort longtemps et que donc en 92-95, j'ai encadré toute une série de recherches avec des chercheurs qui s'intitulait « Architecture des espaces publics modernes ». Je voudrais revenir avec vous quelques instants sur cette question, parce que ça date un peu, mais à la fois pour en montrer à la fois voilà, dans quelle mesure cette question a évolué, dans quelle mesure certaines questions restent encore pertinentes. Alors, de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait de regarder pourquoi, notamment dans les grands ensembles, on était toujours en train de condamner le fait que l'espace ouvert, l'espace extérieur, qu'il soit public ou qu'il soit privé, était mal entretenu, était en quantité trop importante et devait être transformé d'une manière ou d'une autre. Les recherches qui ont été conduites par des personnes aussi différentes que, par exemple, Pierre Bellierize, Garcia Trottel, non, Garcia Trottel, pardon, je ne prends pas dans le bon sens. Béatrice Julien ou Hélène Janière portaient sur, finalement, un sujet qui était un sujet commun, qui était pourquoi est-ce qu'on dénonce à ce point ces grands ensembles, et ne s'agit-il pas, plutôt que de les démolir, d'envisager le projet comme un projet qui n'avait pas été achevé et qu'il fallait donc se prolonger, et notamment le projet sur les espaces ouverts, publics ou privés. Et il y avait une chercheuse qui continue toujours à travailler sur cette question, qui avait montré que, contrairement à ce qu'on avait pu penser, les grands ensembles n'étaient pas des terrains vagues, ils avaient fait l'objet de projets. Ces projets étaient pas seulement des projets d'architectes, mais également des projets de paysagistes, et que ces projets n'avaient souvent pas été menés jusqu'à leur terme,
premièrement. Et deuxièmement, quand par chance ils avaient été menés jusqu'à leur terme, ils avaient parfois été détruits pour, bon, là c'était une raison très fonctionnelle, pour transformer des espaces verts en espaces goudronnés pour y garer les voitures. En effet, dans cette histoire des grands ensembles, c'est assez frappant de se rappeler que là, vous avez une planche qui a été présentée au congrès des Siam de 1953 sur un grand ensemble un peu particulier qui s'appelle Marly les Grandes Terres. Les grands ensembles avaient été conçus, en tout cas dans leur première acception, sans voiture. Il n'était pas prévu d'avoir des voitures. Et si vous prenez comme exemple la cité radieuse de Le Corbusier achevée en 1952, elle ne comporte pas pratiquement de place de parking. Il était entendu que les habitants des grands ensembles allaient circuler évidemment à pied, éventuellement en vélo, mais qu'ils n'auraient pas assez finalement de moyens, c'était aussi une question de moyens, pour acquérir des automobiles et qu'il n'était donc pas opportun de construire des parkings. Je voulais juste vous montrer donc, la très grande variété finalement des solutions adoptées par les promoteurs des grands ensembles et finalement l'espèce d'aveuglement dont on fait preuve encore aujourd'hui quand on entend dans la presse les erreurs et les errements de l'après-guerre comme si rien n'avait été pensé. Évidemment, c'est faux. Et vous voyez ici, donc, dans cette planche de 1953, le projet de Marcel Loss avec l'ingénieur Vladimir Burdansky, qui montre non seulement que beaucoup de choses sont envisagées à différentes échelles, mais également, quand on regarde concrètement donc, qu'est-ce que c'est que cet ensemble, et ça c'est une photo contemporaine, on est finalement dans la ville idéale du mouvement moderne, c'est-à-dire la ville dans un parc. Il n'y a pratiquement pas de voirie dans cet ensemble qui a relativement bien vieilli. La voirie est reportée donc, sur les extérieurs. Il reste même une espèce de petit panneau très symbolique de cette approche-là, où on voit une grande rocade tout autour du grand ensemble et une voirie plus petite qui permet quand même d'accéder à l'intérieur du système. Et puis, donc, ce système de square, A, B, C, D, E, F, qui, en fait, répartissent finalement les immeubles, qui ont tous un nom, et qui répartissent les immeubles sur le territoire. Ça, en fait, c'est une forme de démonstration, si vous voulez bien l'accepter comme telle, du rapport entre l'architecture, qu'on va caractériser comme moderne, et le sol naturel, au plus naturel soit-il, puisque c'est un sol planté qui suit la colline et sur lequel les immeubles sont répartis de manière très géométrique, pour, d'une certaine manière, contraster avec, donc ça c'est le discours des architectes, contraster avec la richesse et la composition naturelle. Dans la même session des Siam, et ce qui permet peut-être mieux de comprendre la critique dont l'architecture moderne va faire l'objet, vous avez par exemple, cette image illustre bien ce rapport très frontal et très peu favorable peut-être au sol naturel, ou en tout cas à la plantation, où on voit le très petit espace qui reste devant les immeubles, bon, la grande échelle, qu'il faudrait mettre en regard avec d'autres projets présentés à la même époque, donc également en 1953, où on s'intéresse donc outre aux grands ensembles sur le territoire européen, mais également donc ici au Maroc, où on voit que l'échelle est absolument différente, avec une tentative de trouver des solutions pour l'habitat, y compris en s'inspirant, et là c'est le groupe d'Alger, de l'habitat des bidonvilles, avec cette espèce d'opposition très frappante, au même moment de ce qu'on imagine être, bien entendu, les grands ensembles, ici en haut, et puis ces recherches beaucoup plus proches du terrain. Ici, vous avez l'illustration d'une cuisine, d'une certaine manière, sur cette image, à Alger, par le groupe d'Emery. Alors, je vais juste vous donner une dernière image, donc témoin de cette pensée 1953 sur l'espace public, qui est peut-être la plus emblématique
et peut-être la moins connue, peut-être, je ne sais pas, par ceux qui critiquent cette période-là, c'est la proposition donc, de Allison et Peter Smithson dans la même exposition, où on voit que l'espace public est le principal objet de leur proposition, à tel point qu'ils ne montrent que les usagers. Et j'ai agrandi pour vous l'image de Street, là, qui se trouve donc au milieu de cette planche qui était destinée à être exposée au Congrès. Et on voit une rue, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, une rue anglaise, un jour de fête, et qui montre finalement ce caractère très, très important que les Smithson reconnaissent à la rue. C'est un espace éminemment polyvalent, où des choses peuvent se dérouler à un moment où il n'y a plus de circulation. Au contraire, à d'autres moments, elle reprend un statut plus normal. Tout ça pour dire que quand les Smithson proposent comme schéma de ville cette fameuse organisation qu'ils appellent eux-mêmes STEM, qui est un terme végétal, ils préservent, et c'est vraiment sans doute la chose la plus importante qu'ils font, ils préservent le sol naturel, et la ville finalement se faufile entre les éléments naturels existants autour d'un système qui sera construit uniquement de manière très partielle à Toulouse dans le projet du Mirail. Voilà, un dernier dessin, et puis je vais arrêter maintenant avec ces années 50. Un dernier dessin, ici, c'est la ville, donc toujours par ce couple d'Anglais des Smithson, où on voit les éléments naturels que sont les rivières, et ici, ça prend une importance toute particulière, et la ville elle-même, qui est une sorte d'organisme de nature organique qui se surimpose sans pour autant modifier le sol naturel. Alors j'arrive à la Défense qui, en fait, va conduire cette réflexion sur l'évolution du statut du sol et cette question de qu'est-ce que le sol de la ville et comment l'espace public travaille le sol de la ville. Alors vous savez sans doute que la ville le quartier de la Défense est un quartier qui va connaître plusieurs phases successives de conception. Une première phase qui est illustrée ici en 67 par image, qui est une phase où il s'agit en fait de construire dans un premier temps un sol artificiel au-dessus du sol naturel. Et ce sol artificiel, c'est un sol réservé aux piétons. C'est inspiré des théories, notamment celles développées par le rapport Buchanan en Angleterre, qui est traduit très vite en France dès 62 et qui inspire d'une certaine manière, ou plutôt conforte, puisque la Défense avait déjà commencé à se penser comme construite sur un sol artificiel, conforte les architectes et les urbanistes à construire cette terrasse, cette esplanade. Et quand on voudra la dénoncer, on parlera de la dalle. Alors qu'est-ce qu'il faut dire ici très rapidement sur cette dalle de la Défense? C'est qu'en fait la dalle de la Défense n'est qu'une partie du projet de la Défense. La Défense comporte deux zones. Cette première zone que tout le monde connaît, j'imagine que si vous n'êtes pas allé à la Défense, vous en avez quand même entendu parler, qui donc est composée sur un sol artificiel réservé aux piétons, qui permet d'avoir en sous-sol tout ce qu'on considère donc comme des nuisances, c'est-à-dire le bruit des automobiles, le trafic des autobus et bien sûr celui du RER et du métro, et de livrer en surface un sol idéalement en terrasse, et donc qui n'a pas à subir les dangers et les inconvénients de la pollution automobile. Quand on dit ça, on se rend compte qu'on n'est pas très loin aujourd'hui de certaines obsessions qui animent à juste titre les responsables des grandes villes, à savoir comment limiter l'impact d'une circulation qu'on sait devoir être maintenue, mais dont on voudrait minimiser les inconvénients. Donc c'est la solution qui est adoptée donc, ici et illustrée ici en 67, alors que, et c'est ça qu'il faut dire et que souvent on oublie, dans une vision trop simple de l'histoire de l'urbanisme contemporain, alors qu'en zone B de la Défense, qui est juste derrière donc, la zone A, vous voyez ici ce qui constitue ce qu'on appelle le circulaire de la Défense. Je vais obéir tout de suite à Karine qui m'a dit qu'il ne fallait pas montrer avec le doigt, mais avec le pointeur. Voilà. Vous avez ici un projet
donc en 65, 2 ans avant le numéro de Paris Match de 67, qui montre la proposition faite par André Raymondet à la demande donc, de l'établissement public d'aménagement de la Défense, et qui comporte de manière assez spectaculaire, quand on s'y penche un peu, une sorte de grand lac autour duquel on dispose des bâtiments dont les formes sont assez spectaculaires, qu'on pourrait caractériser comme presque balnéaires, ou en tout cas qui évoquent un habitat de loisirs qu'on construit au même moment sur la Côte d'Azur, par exemple. Et ici, de manière incroyablement mise en évidence, un projet qui est un projet de Le Corbusier, qu'il esquisse. Il y a une esquisse de Le Corbusier pour ce projet, qui, à la demande d'André Malraux, lui propose de construire donc, un centre culturel qui est à la fois des écoles d'architecture, de cinéma, un musée d'art contemporain, dont, pour l'anecdote, Le Corbusier fait une esquisse sans être très convaincu, voulant en fait construire ces équipements à Paris, à la place du Grand Palais. Bon. Le Corbusier, vous le savez, meurt en 65, et la seule chose qui en fait subsiste de ce projet sera la préfecture de Nanterre et le palais de justice qui sera construit donc par son collaborateur Wozinski. Donc vous voyez qu'ici, à la même période temporelle, on a deux visions complètement différentes du rapport entre l'espace de la ville, l'espace public et l'espace du loisir, et l'explication, ce pourquoi Raymondet propose d'inonder, on pourrait dire, toute cette zone-là, c'est qu'on est sur une zone de carrière et qu'il y est très difficile d'y construire. On pourrait dire aussi, et là c'est socialement un peu incroyable, c'est que c'est une zone qui est à l'époque occupée par des bidonvilles. Donc de manière un peu spectaculaire, on noie le problème en imaginant un lac, et on peut rêver de ce que ce projet aurait pu produire sur l'image de ce qu'est cette architecture, et sur cette espèce d'effet en contraste, à l'arrière du miroir de la Défense, qui était en fait une sorte de grand parc de type parc culturel, parc de loisirs. Ce projet ne s'est pas fait. Vous avez ici donc le plan masse du projet d'André Raymondet, ce qui en fait a été finalement conservé. Donc on est là, ici dans l'axe de la Défense, le projet du centre, du musée, grand centre d'art contemporain, etc., qui en fait est le premier projet pour le centre Georges Pompidou, on pourrait dire ça comme ça, hein, avant de partir dans le centre de Paris. Le projet de la préfecture d'André Wozinski, et ce sol à la fois complètement fou, naturel, des carrières, travaillé, devient une sorte de grand lac. Alors, ce projet ne se fait pas, et une des raisons pour lesquelles ce projet ne se fait pas, donc dans la zone B de la Défense, c'est que cette zone B, donc cette zone A, pardon, commence à se construire, et vous avez quelque chose qui est vraiment tout à fait normal. Quand vous construisez un bâtiment, c'est que vous produisez une très grande quantité de terre dont vous ne savez que faire, dont il faut se débarrasser. C'est un sujet aujourd'hui sur la construction des gares du Grand Paris. Et cette terre, eh bien, on va décider de la stocker finalement sur les carrières. Et cet ensemble de terres de fondation de la Défense va se retrouver, va être déplacé donc, sur ce site où Raymondet voulait faire une sorte de grand lac, et va devenir donc, le projet du parc André Malraux, qui s'appelle au départ Parc de la Défense et qui sera rebaptisé, un projet d'un paysagiste très fameux pour conduire lui-même ses chantiers avec un bulldozer, et qui va travailler, donc c'est Jacques Sgard, et qui va travailler donc, les terres de fondation de la Défense en un parc assez remarquable, composé de buttes et qui en fait constitue une sorte de grand espace ouvert, pour le coup naturel, au cœur de la Défense, et qui est pour la plupart du temps complètement, je ne sais pas pourquoi, oublié dans ce projet quand même assez majeur, donc des années 60-80. Alors, bien entendu, vous savez que l'histoire de la Défense connaît ces phases donc, de renoncement successifs au projet d'origine,
Et assez vite, on va voir des critiques de plus en plus fortes contre cette opération s'exprimer, à tel point que le projet du parc est amorcé et construit. Vous avez ici l'école d'architecture de Jacques Calice. Mais dès 1977, donc à peine 10 ans après cette image de la dalle, on se propose de revenir au sol naturel. Et là où cette histoire de sol naturel commence à prendre son sens, de revenir au sol naturel, c'est-à-dire d'abandonner toute idée de bâtiment sur dalle. Et on confie donc à un groupe d'architectes, ici Viguier et ici Ports-en-Parc, le soin de rétablir donc un accès au niveau du sol, alors que, ça j'ai oublié de le dire, alors que ce qui était assez fantastique et incroyablement bizarre aussi, c'est que ces immeubles-là étaient directement branchés d'une certaine manière sur des buts. Il y avait une relation entre l'espace naturel et l'espace bâti qui prenait en compte la question de la hauteur et qui prenait en compte le fait que des systèmes de passerelles permettaient d'accéder de ces immeubles pyramidaux au jardin de la Défense. En fait, on revient dès 1977 à un système beaucoup plus conventionnel d'accès et de portes avec l'école de danse ici de Christian de Ports-en-Parc. On retrouve ici, donc, dans ce projet qui est vraiment une critique acerbe du projet précédent, une tentative d'axialité, d'entrée monumentale, avec des symétries, face à un projet qui, évidemment, n'est pas du tout pensé pour ce faire. Alors voilà le résultat, qui est un résultat très difficile à lire, hein, puisqu'il faut comprendre qu'on a deux projets contradictoires qui se surimposent. Celui des grands immeubles pyramidaux qui, à l'origine, devaient se connecter sur ces buts et avec un niveau haut qui permettait d'aller de la dalle de la Défense pour les piétons jusqu'à la préfecture, l'abandon de ce projet, le retour à la ville, hein, et la construction donc, de ces immeubles de l'école de danse de Ports-en-Parc, de ce système, de cette tentative d'axialité ici, qui ne débouche sur rien, et qui tente de rétablir une sorte d'inscription plus classique du parc dans la ville, alors que les bâtiments ont quand même été bien construits. Alors, donc les tours d'Aillot qui accompagnent ce projet. Plus récemment, donc ici, ce contraste entre la zone A de la Défense, ce sol artificiel, ô combien artificiel, même si Dan Kiley tente de lui redonner une ambiance plus traditionnelle. Vous avez quand même sous la dalle des objets aussi incroyables que cette sculpture de Moretti qui existe toujours. La zone B avec donc ce parc que vous avez ici et les immeubles ici qui tentent de redonner une inscription urbaine au sol, au niveau du sol naturel. Et puis cet événement de 89 qui est la construction de l'Arche de la Défense, qui va, d'une certaine manière, retourner la Défense sur ses arrières, sur cette zone ici, où était prévue la construction d'une autoroute sur des pilotis. Autoroute qui devient donc un obstacle et à la construction et l'augmentation des quartiers qui sont ici, et aussi un obstacle aux accès faciles donc, des terrains. Une opportunité foncière suffisamment importante pour qu'on décide, donc, alors qu'elle était partiellement construite, de l'enterrer donc, après 89. L'organisation d'un concours gagné par l'équipe Chemetov et Gilles Clément. Donc vous avez ici une représentation qui est assez symptomatique, je pense, du changement de regard que l'on porte sur ces terrains, donc derrière la Grande Arche. Une ambiance extrêmement, pour cette équipe-là, très urbaine et extrêmement dense. À contrario du projet tel qu'il avait été pensé jusque-là comme un projet plus résidentiel et une sorte de contrepartie résidentielle à la Défense. La situation, il y a donc 10 ans, où vous avez une sorte de juxtaposition qui s'opère avec le début du projet Chemetov-Clément, qui s'exprime principalement par la rénovation des plantations du cimetière par Gilles Clément et la construction d'une jetée qui est la mémoire de la jetée historique qui devait relier
la Défense à la préfecture et relier les différents immeubles le long de cet axe. Et donc le dernier concours en date, après le concours des terrasses qui juxtapose donc une autoroute sur un système de plate-bande verte à peu près sans grand intérêt, mais je suis désolée de le dire, mais je le pense vraiment, malheureusement. Et donc la question, c'est de savoir comment relier cette hauteur-là de 13 mètres avec ce nouveau sol naturel mais construit au-dessus d'une autoroute, qui fait l'objet du dernier projet que je vais vous montrer. Voilà la coupe ce qu'on appelle les terrasses de l'Arche. La coupe vous montre qu'une partie donc, du sol est en fait un sol qui reste en dalle, ou en terrasse si vous préférez, au-dessus donc d'une autoroute, une partie qui est au-dessus du sol naturel, et puis une voie plus classique sur un côté. Le concours qui s'intitule Les Jardins de l'Arche, ce qui est quand même un peu paradoxal, puisque les Jardins de l'Arche sont en fait principalement des cimetières. Et donc la décision de construire un grand équipement non plus culturel, mais sportif, sur cette emprise. Vous voyez ici donc l'image du concours telle qu'elle a été donnée par l'agence Ports en Parc. On a les cimetières, la très grande proximité des cimetières, ce nouvel équipement sportif, la grande arche, la jetée du projet Chemetov-Clément qui est interrompue ici, et cette espèce de nécessité donc d'un projet ici pour retrouver ce fameux sol naturel qui devient une sorte de parvis pour la salle de sport. Je ne dirai rien sur cette salle de sport. Vous voyez juste ici quelques éléments fournis par l'équipe pour publiciser le bâtiment une fois construit. Et je mettrai simplement l'accent pour montrer l'ambivalence de cette idée de sol naturel et celle qui est d'une certaine manière le principal argument du projet en montrant cette image ici, issue du dossier, qui montre les contraintes techniques de réalisation de cette rampe qui doit aller donc, du haut des terrasses jusqu'à l'esplanade de la Défense. Vous avez l'impact ici en souterrain donc, de l'autoroute A14, ses sorties et ses bretelles, ses voies d'accès et également ses sorties piétons. Hein. Il y a des sorties piétons qui sont prises dans le bâtiment lui-même. Et ici, donc, le chemin que doit suivre cette rampe qui vient d'être achevée. Quelques images publicitaires qui montrent à quel point ce sol est très naturel. Donc, une grande abondance de végétation, alors qu'en réalité, vous allez voir les images, on est dans un sol très minéral, mais d'une certaine manière, c'est pas plus mal, puisque moi je pense qu'il vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont plutôt que de faire croire qu'elles sont autre chose. Donc vous avez ici cette dalle qui a été inaugurée en novembre dernier, ouverte en novembre dernier, qui descend donc du niveau de la Grande Arche vers les terrasses en longeant d'une certaine manière la jetée qui, elle, ne prévoyait pas évidemment de redescendre au niveau du sol. Le côté un peu éthique pour l'instant de cette naturalisation, c'est pas gentil de dire ça, mais c'est vrai que c'est un peu maigre. Hein. Et quand même la volonté de naturaliser ce sol en dépit de son caractère foncièrement construit. Donc la plantation des arbres, le camouflage des édicules en petit espace de jeu pour les enfants. Et à côté de ça, malheureusement, le jardin de Clément, et j'ai vu que Clément était là, mais je pense qu'il n'est pas dans la salle, a été abandonné et il était menacé. On essaye de ne pas le voir sacrifié, alors que c'est, pour le coup, entre le cimetière et ce jardin, les éléments de nature que l'on pourrait mettre en valeur. Donc voilà le bout de la passerelle qui, pour l'instant, s'arrête comme un point de suspension et dont on ne sait pas encore si... alors les acteurs du projet municipaux voudraient s'en débarrasser.
Bon, les architectes, les urbanistes pensent qu'il faudrait la garder, donc elle est un peu, au double sens, en suspens. Voilà, pour finir, en matière de conclusion, cette question du sol naturel, de son ambivalence, de son ambiguïté, de la réalité ou pas des années 50, se retrouve aujourd'hui dans les projets que Paris promeut et fait construire. On a l'impression qu'une grande partie des propositions tend à nous faire croire que nous vivons à la campagne, ce qui serait formidable, mais qui malheureusement est un peu illusoire. Donc moi, je m'érige contre l'idée des fausses campagnes, de la transformation en herbe folle d'à peu près toutes les zones plantées, ou même les terrasses des toits, pourquoi pas, mais ça demande énormément de travail, et en tout cas, ça ne va pas nous nourrir. Alors parfois, on retombe là aussi à la même époque sur des choses qui sont plus compatibles ou plus urbaines, et carrément, parfois, un peu trop... Non, pardon, excusez-moi, je suis allée dans le mauvais sens. Voilà, c'était là. Ça, c'est la rénovation de la dalle des Olympiades, qui peut-être pêche un peu par trop de réalisme, je ne sais pas. Mais... Voilà, donc ça, c'était cette espèce de désir absolu qu'on a de vouloir faire disparaître la ville, qui me semble extrêmement critiquable. Et enfin, une dernière conclusion, l'échelle qui serait la bonne échelle pour parler de nature, c'est celle qui est prise actuellement par, et c'est naturel évidemment, excusez-moi du jeu de mots, par les paysagistes. Vous avez ici donc une étude extrêmement intéressante qui a été menée sur la Seine, à l'échelle de la Seine, pour tenter de maintenir les espaces non construits au bord de la Seine et d'essayer d'en faire des lieux communs à l'échelle du grand territoire. Ça, c'est des images produites par le groupe Terre. Voici les coupes qu'ils ont produites pour caractériser et définir ces espaces qui pourraient être co-gérés par les communes limitrophes. Et enfin, cette grande image donc d'un territoire qui comporte des parties naturelles, vraiment naturelles, et des parties plus urbanisées. Je vous remercie.